Donc, je vais commencer par définir ce que j'entends par deux expressions qui sont l'expression métaphysique de l'art et ontologie de l'art. La métaphysique de l'art, telle que je vais utiliser cette expression, concerne la nature des œuvres d'art. D'abord, la question de savoir si elles en ont une, et si elles en ont une, en quoi elles consistent. Et donc, ça concerne, on pourrait dire, l'identité spécifique des œuvres d'art. C'est-à-dire, si c'est le cas, si elles ont une identité spécifique, la question, c'est la sorte de choses qu'elles sont. Quelle sorte de choses elles sont. Exactement comme il peut y avoir des tables, des lapins, eh bien, qui forment une sorte de chose dans le monde. Est-ce que les œuvres d'art forment une sorte de chose particulière dans l'inventaire, on pourrait dire, du monde? Si on fait l'inventaire de tout ce qui existe, de toutes les sortes de choses qui existent, est-ce qu'il faudra considérer qu'il y a quelque chose que sont les œuvres d'art? Voilà, ça c'est ça que j'entends par métaphysique de l'art. Ensuite, par ontologie de l'art, je vais entendre plutôt cette fois la question de l'identité individuelle, comme on dit parfois aussi numérique des œuvres. C'est-à-dire qu'il s'agit cette fois de se demander ce qui fait qu'une œuvre d'art persiste, qu'elle est bien la même que c'est toujours la même. À travers le temps, comment elle continue à être exactement la chose qu'elle est individuellement. Donc vous voyez, la métaphysique de l'art porte plutôt sur une question de spécificité des œuvres, tandis que l'ontologie de l'art va porter plutôt sur une question d'identité numérique ou individuelle des œuvres. Euh, donc voilà ces deux expressions définies, mais cela est très abstrait, donc quelques questions, exemples et questions qui vont donner un peu de chair intuitive à ce que je viens de dire. Imaginons que on se serve d'un tableau de Rembrandt pour boucher une fenêtre, comme on le fait souvent. Euh, Imaginons qu'on se serve d'un tableau de Rembrandt pour boucher une fenêtre, pour éviter le froid glacial dans une pièce. Est-ce que c'est encore une œuvre d'art? Donc, quand l'objet sert à boucher une fenêtre, est-il encore une œuvre d'art? Est-ce qu'il a perdu sa nature? euh, Si on utilise Ulysse de Joyce, gros livre, pour caler un meuble, et vous voyez évidemment que j'ai changé d'art, passant de la peinture à la littérature. Ou bien, si un rampant pour boucher une fenêtre, j'ai jamais vu. Ulysse pour caler un meuble, j'ai vu, réellement. Maintenant, si Notre-Dame de Paris, et je reparlerai plus de Notre-Dame par la suite, est utilisée comme entrepôt pour des barriques de vin, ce qui a été sa fonction réellement après 1792-1793, pendant un certain temps. Notre-Dame, au moment de la Révolution française, a servi d'entrepôt pour du vin. Est-ce que c'est encore une œuvre d'art? Ou bien, quand une sonnerie de téléphone reprend les premières notes de la 5e symphonie de Beethoven, ce que j'ai entendu assez récemment dans un train. Voilà, est-ce que c'est encore une œuvre d'art qui sonne, quand sonne le téléphone, est-ce que c'est bien l'œuvre musicale? Ou bien, ce que j'ai lu l'été dernier dans un journal, que
que quelqu'un qui est allé faire son marché sur un marché aux poissons en Espagne s'est aperçu qu'on avait emballé son poisson dans une gravure du XVIIe siècle. La vendeuse ayant acheté, enfin la personne avait acheté du papier et il y avait ça dedans. Donc voilà, vous voyez bien que la question qui se pose alors, c'est de savoir si ça continue à être une œuvre d'art, si son identité est préservée lorsque, semble-t-il, ça sert, entre guillemets, à quelque chose de très différent de ce à quoi c'était destiné au départ. Donc voilà, ça, à mon sens, ce sont des questions métaphysiques. Maintenant, regardons un petit peu ce que peuvent être des questions d'ontologie de l'art. Bien sûr, vous imaginez que la première question qu'on peut poser dans ce cadre, c'est celui de la reproduction d'un tableau, hein, même de la copie d'un tableau, et encore plus si ce n'est pas vraiment une copie, mais une reproduction photographique, par exemple, d'un tableau. Est-ce que c'est la même œuvre ou pas, hein? Vous pouvez penser aussi, du point de vue architectural, aux cloisters à New York, hein, comme vous savez, ce sont des couvents du sud de la France qui ont été transportés dans les années 1920 à New York, enfin un peu au-dessus de New York, euh, et qui ont été reconstitués. Et donc les cloîtres, les cloisters à New York, vous pouvez y aller assez facilement depuis le centre de New York, il y a un métro qui y conduit. C'est voilà. Au bord de l'Hudson, il y a des couvents romans du sud de la France. Euh, et c'est même une partie maintenant du Metropolitan Museum. Voilà. Mais est-ce que c'est encore la même chose? Voilà. Est-ce que c'est le même, est-ce que ce sont les mêmes couvents? On peut aussi penser à d'autres au problème de la traduction des œuvres littéraires. Si vous lisez Guerre et paix en français plutôt qu'en russe, est-ce que vous lisez Guerre et paix? Et si quelqu'un lit La recherche du temps perdu en yakoute, je ne sais pas s'il y a des traductions en yakoute, mais en anglais, ou voilà, est-ce que c'est bien la même œuvre? Voilà, donc il y a un certain nombre de problèmes. C'est aussi le problème, d'une certaine façon, de l'enregistrement. Par certains aspects, c'est le problème de l'enregistrement. Qu'est-ce qu'on entend quand on entend un enregistrement? Exactement, est-ce que c'est bien l'œuvre qu'on entend, numériquement la même, ou non? Bon. Donc, et puis, c'est aussi, par exemple, pour la danse, comme vous le savez, il y a un problème, savoir si on a bien le même ballet, hein, même s'il y a un système, il y a même plusieurs systèmes de notation en danse. Il reste que le système de notation chorégraphique n'a certainement pas, disons, les caractéristiques, toutes les caractéristiques du système de notation musicale standard. Et donc, on peut se demander si c'est bien la même œuvre. Mais même quand on écoute une œuvre, mais là, je laisse Alessandro parlera de tout ça bien mieux que moi, mais si on entend une œuvre avec une seule fausse note, est-ce que c'est bien l'œuvre? euh, et, puis, euh, et puis, le problème sur lequel je vais revenir de la restauration. Les œuvres ont une vie elles-mêmes, elles se détériorent ou elles brûlent comme Notre-Dame. Alors, est-ce que quand elles sont restaurées, les œuvres sont toujours bien les œuvres originales? Donc voilà,
ce dont parle la métaphysique et l'ontologie de l'art, donc elle porte sur des questions de nature des œuvres, d'identité des œuvres, et ce que je voudrais vous montrer aussi, c'est qu'elle porte sur des questions de fonctionnement des œuvres d'art, et même que c'est peut-être à travers cette notion de fonctionnement des œuvres qu'il faut aborder la question à la fois de leur nature et de leur identité. Pourquoi est-ce qu'il faudrait poser la question en termes de fonctionnement, ce qui semble pas forcément être un mot approprié? Eh bien, c'est sans doute le cas si on accepte justement une idée de Nelson Goodman, c'est que pour savoir ce qu'est une œuvre d'art, il faut savoir ce qu'elle fait, enfin, comment elle fonctionne pour Goodman. Et pour savoir si c'est encore la même chose, alors il faudra savoir si cela fonctionne de la même façon. Mais qu'est-ce que ça veut dire fonctionner? Eh bien, dans ce cas-là, eh bien, on peut partir concernant Goodman. Peut-être, est-ce que je dis un mot sur Goodman ou vous ne savez vraiment pas du tout qui c'est ou si, vous savez très bien qui c'est, tout le monde, pas de problème. Hein. Bon, juste. Ah oui, t'es court, d'accord. Ouais, ok. Bon, donc, je ne dis rien sur Goodman. Je dis simplement que Nelson Goodman est l'un de ses derniers textes, pas le dernier, puisque le dernier texte que Nelson Goodman ait lu, le dernier qu'il ait écrit et lu, c'était en 1996 à Pont-à-Mousson, côté de Nancy. C'est quand il est devenu docteur honoris causa de l'université de Nancy 2 à l'époque, puisqu'il est docteur honoris causa de l'université de Nancy 2 et donc de l'université de Lorraine par l'identité de l'université de Lorraine est problématique, mais bon. Et sa nature aussi d'ailleurs. Mais oui, le fonctionnement, c'est pire encore. Donc, mais voilà, en 1996, il avait fait son dernier texte là. Mais en 1992, il y avait eu un grand colloque sur lui au centre Pompidou, au 5e étage, intitulé Nelson Goodman et les langages de l'art. Et le texte dont je vais parler maintenant, qui s'intitule en français L'art en action, avait été lu lors de ce colloque de 1992. Il se trouve, au départ, il se trouvait dans les cahiers du Musée d'Art moderne, national d'art moderne, et puis maintenant, il est dans ce recueil Esthétique contemporaine, art, représentation et fiction chez Vrin, collection de textes qui avait été réunie par Jean-Pierre Cometti, Jacques Morisot et moi en 2005. Alors, ce texte, L'art en action de Goodman, porte particulièrement sur la question du fonctionnement des œuvres d'art. Et ce que dit Goodman, c'est que les œuvres sont moins des œuvres qu'elles ne fonctionnent comme des œuvres. Et donc, être une œuvre d'art, c'est fonctionner en tant qu'œuvre d'art. C'est ça l'idée. Et cette idée se trouvait déjà chez lui, mais il utilisait un terme particulièrement barbare d'implémentation, même en anglais, et il s'est mis à cette occasion à utiliser le terme d'activation qui connote sans doute mieux l'idée d'un certain dynamisme. Pourquoi? Parce que ce que sont les œuvres, dit Goodman, et je le cite, dépend en dernier ressort de ce qu'elles font. Ce que sont les œuvres dépend en dernier ressort de ce qu'elles font. Et il précise, autant que ça précise quelque chose, il dit au moins que les œuvres d'art, comme des machines ou des personnes, c'est-à-dire des entités dynamiques, ont souvent besoin d'être mises en marche
remise en marche et maintenue en fonctionnement. Et cette notion de fonctionnement, dans l'article L'art en action, il ne l'explicite pas vraiment tant que cela, il l'utilise énormément, mais il ne l'explicite pas beaucoup. C'est qu'il l'avait déjà fait dans un article beaucoup plus ancien, des années 70, et qui est sans doute le texte le plus célèbre de Nelson Goodman, et qui est intitulé « Quand y a-t-il art ?» et qui se trouve dans son livre intitulé « Manière de faire des mondes ». Manière de faire des mondes. C'est un livre qui est en folio Gallimard. C'est un livre pas facile à trouver. Et l'article When is art, quand y a-t-il art, explicitait cette notion de fonctionnalité des œuvres. L'un des points importants dans ce qu'explique Goodman dans Quand y a-t-il art, c'est que le fonctionnement pour Goodman de quelque chose comme œuvre d'art ne satisfait pas des critères, mais des symptômes. C'est vraiment important. Les critères, ce sont des conditions nécessaires et suffisantes. Or, l'une des thèses de Goodman, mais elle n'a rien d'original, c'est ce que tout le monde dit en fait depuis assez longtemps maintenant, c'est qu'il n'y a aucune condition nécessaire ou suffisante pour que quelque chose soit une œuvre d'art. Autrement dit, il n'y aurait pas de définition réelle ou essentialiste, si vous voulez, de l'œuvre d'art, selon Goodman. Enfin, ce n'est pas très original, c'est ce que tout le monde a dit au XXe siècle à peu près. Donc, il n'y aurait pas de définition essentialiste. N'importe quoi pourrait, en ce sens-là, peut-être, devenir une œuvre d'art. Il n'y aurait pas de critères parce qu'il n'y a pas de conditions nécessaires et suffisantes. Mais en revanche, il y aurait des symptômes, c'est-à-dire des indices fréquents du fait que quelque chose fonctionne en tant qu'œuvre d'art. Alors, il faut bien comprendre cette différence entre critères et symptômes. Et pour cela, que finalement, Goodman, même dans Quand y a-t-il art, ne développe pas tant que cela. Mais on peut prendre un exemple simple qui est inspiré d'un texte de Wittgenstein dans Le Cahier bleu. C'est un exemple qu'on pourrait dire médical. Vous savez que l'angine, c'est une bactérie. Et quand on trouve cette bactérie dans le sang de quelqu'un, c'est un critère qu'il a une angine. C'est une condition nécessaire et suffisante pour qu'il ait une angine. Donc c'est un critère. Et la bactérie est une certaine entité réelle qui est contenue dans le sang de celui qui est malade. Et donc elle est le critère pour dire que le patient a une angine. Et il est même possible de dire que la bactérie est la cause, on pourrait dire matérielle, de la maladie. En revanche, si vous allez chez le médecin et qu'il regarde votre gorge, s'aperçoit qu'elle est enflammée et que un certain nombre de symptômes, il en conclut, son diagnostic, c'est que vous avez une angine. Ce n'est pas critériologique, c'est symptomatologique, justement. C'est-à-dire que l'inflammation de la gorge n'est, par exemple, pas la cause de la grippe. C'est le symptôme, ou de l'angine. C'est le symptôme de l'angine. Donc, l'expérience médicale, l'expérience du médecin, un certain nombre de connaissances et son expérience, lui apprend qu'un certain symptôme coïncide généralement avec la présence d'une certaine cause. Et, ce qui est caractéristique de la médecine depuis maintenant 30 ans, c'est qu'elle est de moins en moins symptomatologique et de plus en plus critériologique.
Euh, donc le symptôme, d'une certaine façon, on pourrait dire, est moins ontologique. Il s'intéresse moins aux entités elles-mêmes et à des caractéristiques des entités elles-mêmes qu'il n'est sémiotique. C'est-à-dire, le symptôme veut dire quelque chose. Il est significatif de quelque chose. Et finalement, le symptôme n'est lié à la cause que dans l'idée que nous avons de la maladie. Il renseigne sur un certain fonctionnement significatif, le symptôme. Eh bien, c'est de cette idée-là dont se sert Goodman. Pour lui, les symptômes du fonctionnement d'une chose en tant qu'œuvre d'art sont véritablement sémiotiques. Donc, ce qui fait d'une œuvre d'art, c'est la façon dont elle fonctionne sémiotiquement, c'est-à-dire dont elle fait référence à quelque chose, dont elle signifie quelque chose, on pourrait dire. Donc, c'est à la façon dont quelque chose fait référence ou veut dire quelque chose que nous l'identifions comme une œuvre d'art. Donc, évidemment, si on accepte cette thèse, rien n'est en lui-même une œuvre d'art, puisqu'il ne l'est que en fonctionnant de façon symptomatologique, comme un symptôme, comme un ensemble de symptômes. Donc, ce qui importe pour savoir ce qu'est une œuvre d'art, ce n'est pas ce qu'elle est indépendamment de son fonctionnement. On pourra dire son fonctionnement en tant que symbole, au sens de quelque chose qui signifie. Mais ce qu'elle fait, justement, en tant que symbole. Et Goodman est aussi très connu pour un livre qui est apparu en 1968 et qui a fait, je pense, sa célébrité, qui s'intitule Langage de l'art, traduit en français. Quand il parle des langages de l'art, il ne c'est pas du tout comme parfois on le croit pour insister sur l'idée de communication, au sens où à travers l'art, les artistes communiqueraient ce qu'ils ont sur le cœur ou quelque chose comme ça. C'est pas du tout dans ce sens-là. C'est au sens où les œuvres d'art sont des œuvres d'art parce qu'elles signifient et par les modalités et la manière, disons, dont elles signifient. Donc les œuvres d'art sont des symboles, qu'elles fonctionnent sémiotiquement ou on peut dire aussi symboliquement, et elles ont donc une structure qui est détaillée dans le langage de l'art de façon parfois un peu technique. Elles ont une structure qui est à la fois syntaxique, c'est l'agencement interne de leurs éléments sémiotiques, on pourrait dire. Elles ont une structure sémantique, donc c'est la relation entre les éléments sémiotiques et ce qu'ils signifient, ce qu'ils veulent dire. Et puis, elles ont une structure pragmatique, c'est les conditions contextuelles, les conditions, le contexte du fonctionnement symbolique. Le fait qu'elles fonctionnent en contexte. Alors, tout cela est un peu, enfin, même assez abstrait. Je ne vais m'intéresser qu'à un des symptômes
proposés par Goodman. Il en propose 5, non, mais je ne vais parler que d'un, qui est l'expressivité. Je pense que c'est en réalité le plus important. Alors, Goodman ne dit pas que pour être une œuvre d'art, un symbole, enfin, que quelque chose n'est une œuvre d'art que s'il est expressif. Il ne dit pas cela. Parce que vous voyez bien que s'il disait cela, il retomberait sur la notion de critère. Ce serait une condition nécessaire et suffisante. Donc, il ne dit pas cela. Mais à le lire, on voit quand même que c'est extrêmement important et que l'absence de toute expressivité serait conduirait sans doute à faire qu'on douterait que quelque chose fonctionne comme une œuvre d'art. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exprimer dans ce cas-là? Qu'est-ce que ça veut dire exprimer pour un symbole? Je vous ai dit, il ne s'agit absolument pas de l'expression au sens psychologique du terme, de quelqu'un s'exprime, ça vient du fond de son cœur ou du fond de son âme. C'est absolument pas cela. Hein. Ce n'est pas du tout une notion psychologique, c'est une notion purement sémiotique, là. Une relation. Ça signifie exprimer pour un symbole, c'est faire référence à un prédicat qui le dénote. On est bien avancé. Faire référence à un prédicat qui le dénote. Alors, intuitivement, en donnant un exemple, si quelqu'un soulève son chapeau pour dire bonjour, eh bien, ça suppose le renversement de la notion de la relation de dénotation. C'est-à-dire que bonjour, l'expression bonjour dénote le geste de soulever son chapeau. D'accord ? Maintenant, le geste de soulever son chapeau exemplifie dire bonjour. C'est-à-dire c'est un cas où ça manifeste le bonjour. Donc, la relation, normalement, va de bonjour, l'expression dire bonjour, au geste lui-même. D'accord ? Mais si on la prend dans l'autre sens, techniquement ou pour un logicien, c'est la converse. Hein, si on va dans l'autre sens, du geste au prédicat, cette fois, c'est le prédicat qui est exemplifié par le geste. Et exprimer, ça sera toujours exemplifié. Donc, ça sera manifester un prédicat, c'est-à-dire une expression linguistique qui dénote ce que l'on fait. Mais il n'est pas suffisant d'exemplifier pour qu'on ait une expression. Pourquoi ? Parce que l'expression est métaphorique. L'expression n'est pas une exemplification littérale, mais une exemplification métaphorique. Par exemple, si l'on dit qu'un tableau est triste, triste ne dénote pas littéralement le tableau. Pourquoi ? Parce que pour qu'il puisse triste ne peut dénoter littéralement qu'une personne humaine, à la limite un animal. Effectivement, si vous dites que votre chien est triste, vous n'avez pas l'impression de faire une métaphore. Mais triste dénote, disons, quelqu'un auquel on peut attribuer des états mentaux. Quelque chose comme des états mentaux. Ben, pas un tableau. Le tableau est une chose physique, inerte. Donc, si on dit qu'un tableau est triste, je sais pas, un tableau, un paysage d'hiver de Van Ruysdael, le peintre flamand, hein, voilà,
quand on a ça chez soi, avec de la neige, bon. C'est assez triste. Tous ces tableaux sont tristes, on peut dire. Et donc, c'est métaphorique. Donc, l'expression va être une exemplification métaphorique. Donc, une œuvre exprime lorsqu'elle exemplifie métaphoriquement un prédicat ou une propriété, vous pouvez dire, bon, c'est pas grave, qui le dénote, qui la dénote, l'œuvre. Donc voilà, fonctionner symboliquement, ça sera par exemple, et pour un exemple presque privilégié, exprimer. Et donc, Goodman considère que le fonctionnement d'une œuvre d'art est esthétique en manifestant certains prédicats, comme triste, justement, ou bien il peut manifester aussi des prédicats artistico-esthétiques ou stylistiques, comme baroque. Donc, vous avez l'idée que pour savoir ce qu'est une œuvre d'art, il faut savoir ce qu'elle fait. Et une des choses que font les œuvres d'art, c'est signifier. Et un des modes de signification, c'est même, c'est important qu'elle signifie, et un des modes de signification pour les œuvres d'art, c'est l'expressivité ou l'expression. Alors, une fois qu'on a dit cela, il se peut que le fonctionnement d'une œuvre soit entravé. Une des raisons pour lesquelles le fonctionnement d'une œuvre peut être entravé, l'une des raisons peut être purement matérielle. Exemple que donne Goodman, la chapelle Sixtine avant sa restauration. Si les fresques ne sont plus visibles, parce qu'elles sont recouvertes par la crasse et la suie, alors l'œuvre ne fonctionne plus. Seulement, le nettoyage est risqué. Il est risqué parce qu'il pourrait modifier les fresques et interdire définitivement leur fonctionnement ou faire qu'elles ne fonctionnent plus comme elles fonctionnaient initialement. Donc, la restauration comme réactivation de l'œuvre, dans ce cas-là, ne peut résulter que d'une opération qu'on pourrait dire technique qui va supposer des connaissances historiques et scientifiques permettant de faire que l'œuvre fonctionne correctement. Et Goodman, dans le texte L'art en action, qui est dans ce recueil, insiste sur ce qui doit être fait pour présenter les œuvres à un public. Parce qu'à défaut de ces opérations variées, qui peuvent être des opérations de restauration, mais aussi des opérations muséographiques, enfin de montrer l'œuvre comme il faut, l'éclairer comme il faut,
Et aujourd'hui, dans les musées, on préfère de plus en plus l'éclairage naturel, hein, zénital, alors que vous ne pouvez pas vous en rendre compte, mais il y a 50 ans, voilà, on bouchait les fenêtres et on éclairait. Bon, on voit bien qu'il y a une modification, hein, nette, hein. On est passé de l'un à l'autre, sans doute parce que voilà, on pense que c'est préférable pour les couleurs. Bon. Donc, il y a des opérations variées d'activation des œuvres euh, de façon à rendre possible leur fonctionnement esthétique, c'est-à-dire symbolique. C'est-à-dire faire qu'elles signifient qu'elles signifient ce qu'elles sont réellement. En quelque sorte, ça consiste, toutes ces opérations d'activation consistent à faire fonctionner le fonctionnement, si je puis dire, hein. L'œuvre fonctionne, mais encore faut-il faire quelque chose pour qu'elle fonctionne. Alors, il dit par exemple, Goodman, à la page 146 de l'article, que l'éclairage d'une œuvre est destiné à optimiser son fonctionnement et il réclame un réseau d'expériences inquisitrices, d'ajustements délicats et de jugements épineux de la part de ceux qui en ont la responsabilité. Des jugements épineux concernant quoi exactement? Mais le fonctionnement symbolique. Alors, pour prendre un autre exemple, puisque vous êtes principalement des gens qui font de la musique, musicologues, deux fois, je suis allé écouter des cantates de Bach en Allemagne dans le cadre d'un office religieux, pas en concert. Ah, ça transforme tout, hein. Oui, elles sont entrelardées de lectures bibliques, et même une fois d'un sermon. Donc, c'est plus pareil. Donc, vous voyez que l'activation de l'œuvre est complètement modifiée. Alors, après, on peut se dire, voilà, quand est-ce qu'elle fonctionne le mieux? C'est ça, ce qu'il parle d'expérience inquisitrice, d'ajustement délicat et de jugement épineux. De jugement épineux. Aujourd'hui, très souvent, quand vous allez à un concert, même de cantate, de Bach, récemment avec le Collegium Vocale de Gand à Bruges, il y a, mais alors c'était en flamand, en hollandais, enfin en néerlandais, on vous met le texte. Il y a 20 ans, on ne mettait jamais le texte, il y a 25 ans, on ne mettait jamais le texte. Aujourd'hui, on met le texte. C'est-à-dire, on se dit, il faut que les gens comprennent de quoi ça parle. Vous voyez, donc on voit bien que l'activation, là, est absolument essentielle. Évidemment, vous connaissez ça mieux que moi, c'est bien tout aussi l'activation qu'a constitué dans les années 70-80 le retour à la musique baroque avec les instruments anciens, le travail sur les partitions. Enfin, vous connaissez ça très bien, mais peut-être comme je suis un petit peu plus âgé que vous n'avez peut-être pas dans l'oreille du tout ce que pouvait être l'interprétation de la musique baroque dans les années, au début des années 70, par exemple, encore, hein. Les 4 saisons de Vivaldi par Herbert von Karajan, il faut l'écouter pour se rendre compte de ce que ça pouvait être avec un orchestre, avec l'orchestre symphonique de Berlin, 120 musiciens. Ça ressemble pas du tout à ce que vous entendez aujourd'hui si vous écoutez l'Académie für Alte Musik ou je sais pas quoi qui le joue. Oui, ça ne doit rien avoir, quoi. Donc voilà, c'est ça l'activation. C'est ça que ça veut dire. Et ça suppose une, une réflexion sur ce que l'œuvre signifie ou comment elle fonctionne en signifiant. C'est ça l'idée de Goodman. Donc l'activation, c'est une opération portant sur des choses matérielles, que ce soit un tableau ou on pourrait dire une partition,
en vue de leur fonctionnement sémiotique. Mais c'est vrai aussi pour une œuvre littéraire, par exemple, elle va être activée par sa publication. Dans un certain format, avec une certaine couverture, sur un certain papier, dans une collection. Et donc, dans la relation avec d'autres livres qui sont dans cette collection. Enfin, vous voyez, c'est des tas d'éléments qui jouent. Alors, ce genre de questions, ce genre de problème, je vous ai déjà parlé de la restauration. M'ont particulièrement intéressé après l'incendie de Notre-Dame. Donc, quand Notre-Dame, le 15 avril 2019, a brûlé, le lendemain, j'allais à Paris, donc je suis allé voir. Et voilà, ça sentait le brûlé partout. Et donc, je me suis mis à écrire un livre. J'ai mis un peu de temps à l'écrire, mais ça a donné finalement ce livre du mode d'existence de Notre-Dame au Cerf. C'est sorti en 2022 au mois de mars. Il a fallu quand même 3 ans. Où cette question du fonctionnement des œuvres, je l'ai repris à ma façon, pas complètement goodmanienne, pour ce cas-là. Donc, je me propose, pour finir, d'examiner ce mode d'activation d'une œuvre par sa restauration. Les œuvres d'art, en particulier quand elles ont cette matérialité d'une cathédrale, changent à travers le temps. Et donc, une action est constamment requise pour qu'elles continuent à être ce qu'elles sont. Ce qui signifie qu'elles continuent à être de la sorte de choses qu'elles sont. Et je vous avais déjà évoqué la possibilité qu'on se serve de Notre-Dame pour entreposer des barriques de vin. Alors aujourd'hui, je ne pense pas qu'on ferait ça, mais je ne sais pas, on pourrait se proposer de mettre un centre commercial dedans, en plein Paris. Ce serait bien à cet endroit-là. Il y aurait la Samaritaine, voilà, et puis il y aurait le voilà, shopping center, parfaitement, avec des restaurants. Je vous rappelle que quand ça a brûlé, il y a eu ensuite, pendant quelques semaines, une efflorescence de projets absolument très drôles, hein, certains, dont un avec une piscine. Et je ne suis pas sûr que c'était pour rire. Je ne suis pas sûr du tout. Donc, voilà. Donc, que faire pour qu'elle continue à être de la sorte de chose qu'elle est? Et puis aussi, que faire pour qu'elle continue à être cette œuvre-là, originellement du XIIe siècle, et qui s'est constamment modifiée à travers le temps. Donc voilà, c'est ça le problème. Donc là, le problème, c'est celui de l'activation de cette œuvre qui a une histoire, en quelque sorte. Alors, on peut distinguer trois aspects. Il y a un aspect qui est simplement,
pour un objet de cette sorte, pour une entité de cette sorte, une modification qui est naturelle des matériaux dont l'édifice est constitué, donc un vieillissement, une érosion, une détérioration, une corrosion, un ravinement, etc. Alors, que faire? C'est-à-dire, est-ce qu'on doit intervenir? De quelle façon? Là, activer, vous voyez, ça veut dire qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on empêche ce vieillissement? Est-ce qu'on masque ce vieillissement? Ou non? Donc, ce premier aspect est, je dirais, purement matériel. Mais vous voyez, ça engage déjà une réflexion théorique qui est importante parce que qu'est-ce que c'est que Notre-Dame? Est-ce que c'est une chose singulière qui a un vieillissement naturel qui évolue, qui se modifie à travers le temps, comme nous? Et, hein, vous êtes le même que le bébé de, je sais pas, entre 45 cm et 55 cm. Vous êtes tous plus grands, là. Et qui, voilà, qui pesait entre, enfin, sauf cas très particulier, 2,5 kg et 4 kg, ou 5 kg, 4,5 kg, voilà, bon, évidemment. Mais il y a une évolution naturelle ou une modification naturelle des personnes de la naissance à la mort. Est-ce que c'est la même chose pour Notre-Dame? Est-ce qu'elle naît et va vers sa mort? Et à ce moment-là, est-ce que ça aura un sens de dire toc, on bloque? Alors, on a tendance à essayer de bloquer pour soi-même. Hein. On cache les rides, on se teint les cheveux, je ne sais pas quoi, hein, on peut faire des tas de choses, mais enfin, bon, un jour, ça nous rattrape. Donc, voilà. Mais d'un autre côté, on pourrait dire, oui, mais Notre-Dame, ce n'est pas du tout comme une chose singulière comme ça. Pourquoi ne pas dire, certains pensent que Notre-Dame, c'est un type de chose. Ce n'est pas une chose singulière, c'est un type de chose. Et qu'on va pouvoir avoir le même type en ayant des instanciations différentes. C'est la conception de la restauration, par exemple, qui semble prévaloir au Japon, par exemple. Alors, évidemment, il y a eu des destructions, comme vous le savez, très, très importantes lors de la Seconde Guerre mondiale au Japon. Et ensuite, il a fallu reconstruire un certain nombre de palais, par exemple le palais de Nagoya. Voilà. Mais de toute façon, même avant, il était arrivé qu'on détruise un palais et qu'on le reconstruise, sans considérer que ce n'était plus le même, en considérant que c'est toujours le même, que ça n'a aucune importance, que ça ne soit pas matériellement le même. Ce qui est important, c'est que ce soit le même type. C'est le type qui compte, pas l'objet singulier. Et nous acceptons cela pour des tas de choses. Nous acceptons que la même chose, ça soit simplement du même type. Donc, et donc les instanciations peuvent même être, pourquoi pas, assez différentes, tout en étant toujours du même type. Donc, vous voyez, même la préservation matérielle, elle est liée finalement à une option théorique, soit pour la singularité, soit pour une possible pluralité en termes de type d'objet. Et dans ce cas-là, vous voyez, on se rapproche, quand c'est en termes de type d'objet, finalement, on se rapproche de quelque chose comme l'exécution musicale.
vous pouvez avoir des interprétations, des exécutions multiples de la même œuvre, et des exécutions non seulement multiples, mais assez différentes de la même œuvre. Par exemple, on en parlait Speedy, qui ne durent pas exactement, qui n'ont pas la même durée, selon le tempo. Donc voilà, vous voyez que la continuité matérielle d'une chose est l'activation, ça suppose une réflexion théorique, et une réflexion, que je dis alors, métaphysique, ontologique. En général, ceux qui font cette activation ne se posent pas le problème du point de vue théorique, ils adoptent une option qui est celle qui est dominante à un moment donné. Par exemple, ça leur suffit que l'apparence soit la même, hein, ou ils insistent sur l'apparence identique. Deuxième cas, on pourrait dire, enfin, deuxièmement, mais ça, difficulté qui se sous-rajoute, c'est que les œuvres type Notre-Dame n'ont pas simplement une sorte de carrière individuelle, hein. Il y a aussi des modifications accidentelles, comme l'incendie. Et dans ce cas-là, il ne faut pas simplement conserver, mais il faut rétablir. Mais rétablir quoi exactement? Alors, souvenez, le 15, ça brûle. Le soir même, le président de la République française est sur les lieux. Et le lendemain, il dit, on va refaire avec un geste architectural. Donc, je suppose que le matin au petit déjeuner, il a eu l'idée, ou on lui l'a soufflé, d'un geste architectural. Ça voulait dire ce type de projet qu'on a eu immédiatement, c'est-à-dire des choses, c'était complètement transformé. Oui, une sorte de pyramide, vous voyez, tout, il y a eu tout, hein. Et puis, le surlendemain, il dit à l'identique, fini, plus de geste architectural, à l'identique. Donc là, je pense qu'il y a l'Association nationale des conservateurs restaurateurs du ministère qui lui a dit on a signé des chartes, on n'a même pas le droit de faire ça, hein, parce que vous savez, il y a des tas de chartes, hein, internationales, bon, et on ne peut pas transformer comme ça, il faut refaire exactement comme c'était. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Eh bien, tout d'un coup, on rejoue une grande querelle du 19e siècle s'agissant de la restauration, pour faire très simple, parce que c'est une histoire, du point de vue historique, c'est compliqué, l'opposition entre Eugène Viollet-le-Duc, le grand architecte et conservateur du patrimoine français, et puis John Ruskin, le critique d'art anglais du 19e, avec deux perspectives très, très différentes. Pour Viollet-le-Duc, restaurer, c'est-à-dire activer une cathédrale ou n'importe quel bâtiment historique, cela consistait à rebâtir selon l'idée qui avait prévalu à son édification. Ou plutôt selon l'idée qu'il prêtait à ceux qui avaient édifié le bâtiment. Donc, ce n'est pas lui directement, mais ce sont un certain nombre de gens qui étaient proches de lui qui vont s'occuper de la restauration de Notre-Dame au XIXe siècle. C'était dans un état absolument terrible, Notre-Dame, dans les années 1850, 1840, 1850. Ça menaçait de tomber par terre après la Révolution, tout ce qui s'était passé. Et on décide d'une grande restauration
sous l'influence de Viollet-le-Duc, on décide de faire une restauration en faisant, par exemple, une flèche qui n'y était pas. Donc, on dit on va faire une flèche, et la flèche est plus médiévale que du médiéval. Il y a une sorte de médiévalisme romantique, hein, vous savez, au XIXe siècle, hein, en littérature, en musique aussi d'ailleurs, dans des tas de domaines. Et donc, c'était la période romantique, on se met à détester les choses classiques et puis à adorer le... Donc voilà, on va faire une flèche qui est du plus pur médiévalisme roman, du plus pur romantisme médiéval du XIXe siècle. Belle, mais sans doute, hein, elle a son intérêt architectural, il n'y a pas de doute. Mais voilà, donc c'est ça l'idée. Hein. On fait une restauration en activant une œuvre en fonction de l'idée que l'on s'en fait, ou plutôt de l'idée qu'on prête à ceux qui ont édifié l'œuvre. À l'inverse, John Ruskin, en Angleterre, considère qu'on refuse complètement cette option. Il faut laisser les œuvres telles qu'elles sont, se refuser aux interventions qui sont toutes des transformations, et il faut laisser les œuvres, comme les personnes, mourir. Et il est plutôt pour les soins palliatifs, quoi, hein, Ruskin. Bon, c'est fini, ça. Donc, ce qui fait que vous avez Tintern Abbey, au Pays de Galles. Tintern Abbey, ce sont des ruines. Vous avez ça dans les endroits qui ont été un peu sous la... vous avez à Saint-Omer, l'abbaye, son nom m'échappe, mais c'est pareil, c'est une Saint-Omer, donc dans le nord de la France, hein, 35-40 km en dessous de Calais. Vous avez Saint-Aubertin, je ne sais plus. C'est pareil, c'est en plein milieu de la ville, vous avez une ruine. Pourquoi? Parce qu'on laissait, et vous voyez bien que si vous promenez dans la campagne anglaise, dans le Norfolk, autour de Norwich, ce qui m'arrive de temps en temps, alors vous comprenez, parce que vous avez des ruines partout. Partout. Au XIXe siècle, on a laissé ces choses se détruire elles-mêmes. On indique, hein, on donne des indications, mais voilà. Donc une œuvre, ce n'est pas une idée qui peut recevoir des instantations successives, matériellement différentes. Et vous voyez, je crois, du point de vue, puisqu'on a dit que c'était de la philosophie, Viollet-le-Duc, c'est un platonicien. Il y a une idée des choses et on refait les choses en fonction de l'idée. Ruskin, c'est un aristotélicien. Il ne croit pas en l'existence des idées. Il croit que toutes les choses sont singulières et il n'y a pas... Donc, vous voyez, on a des options philosophiques très différentes. Et voilà, mais quand vous activez une œuvre, vous êtes un restaurateur, vous activez l'œuvre, vous voyez bien que vous devez faire un choix. Vous devez avoir une option. Ou vous essayez de ménager la chèvre et le chou, peut-être, hein, mais il faut quand même faire des choix. Et puis, troisièmement, une œuvre, et c'est là qu'on va retrouver encore beaucoup plus Goodman, ça a un fonctionnement symbolique. Et ce fonctionnement symbolique, d'une certaine manière, c'est la norme de ce qu'elle est. Elle veut dire quelque chose. Par exemple, elle exprime quelque chose. Et l'activation de l'œuvre, dans ce cas, c'est la réponse appropriée à la signification d'une œuvre. L'œuvre ne fonctionne que si vous avez une réponse appropriée. Et certainement, ceux qui font de Notre-Dame un entrepôt pour le vin n'ont pas la réponse appropriée. Mais est-ce que la réponse appropriée, ce serait d'en faire un grand centre
du tourisme international, comme tout de même, ça pourrait être un petit peu le cas. C'est dans le projet pour les Jeux Olympiques, là, normalement, le soir de l'inauguration des Jeux Olympiques, il est prévu une déambulation sur la scène des sportifs. Je ne sais pas si ça se fera, parce que et il passerait donc d'abord devant Bercy, ce qui est significatif, et ensuite, vous voyez, si vous connaissez un peu Paris, Bercy, et puis ensuite, il passerait, justement, ils arriveraient à Notre-Dame, ils auraient Notre-Dame, et puis ensuite, ils verraient le Louvre, vous voyez, en déambulant sur la Seine, et puis ils arriveraient finalement du côté de la Grande Arche, et voilà, vous voyez, donc là, pardon? Oui, longue promenade, oui. Il faut qu'il y ait 3 millions de personnes, je suppose. Donc, vous voyez là, Notre-Dame est pris dans une sorte d'ensemble touristique parisien, vous voyez, dans le Grand Paris. C'est le Grand Paris qu'on visite. Voilà. Donc, vous voyez, c'est la réponse. Quelle est la réponse appropriée à la signification de l'œuvre? Avoir la même œuvre, ça suppose en particulier que l'œuvre continue d'exprimer comme elle le faisait. Or, ce qu'elle exprime n'est appréhendé que si des dispositions de l'œuvre, c'est-à-dire ce qu'on peut dire ses propriétés intentionnelles, ce qu'elle veut dire, et puis des dispositions de ceux qui appréhendent ce qu'elle veut dire, se correspondent, sont en correspondance. Et donc, une conservation, une restauration pourrait rendre impossible la réponse appropriée, c'est-à-dire le bon fonctionnement de l'œuvre. Alors, essayez de ne pas faire durer, mais il y a un livre qui me semble très important d'un historien de l'art allemand la première moitié du XXe siècle, qui s'appelle Erwin Panofsky. Vous connaissez sans doute Panofsky, c'est s'écrit P-A-N-O-F-S-K-Y, Panofsky, Erwin. Il a écrit beaucoup de choses très importantes, hein. C'est un des plus grands historiens de l'art du XXe siècle. Et il a écrit un livre qui est intitulé « Architecture gothique et pensée scolastique » sur l'architecture gothique. Architecture gothique et pensée scolastique. Et dans ce livre, il constate ce qu'il appelle les analogies intrinsèques entre l'architecture gothique, Notre-Dame, et la pensée scolastique. Alors, c'est quoi la pensée scolastique? La pensée scolastique, c'est toute cette efflorescence intellectuelle, philosophique et théologique entre le XIIe siècle, justement, et, disons, la fin du XIVe, début du XVe, peut-être même un peu plus tard, qui a constitué, qui a porté essentiellement sur la relation entre la raison et la foi. Donc, c'est si vous voulez, les grands auteurs de la scolastique, c'est saint Anselme de Canterbury, c'est un peu plus tôt, c'est au XIe siècle, et puis saint Thomas d'Aquin, Duns Scott, Guillaume d'Occam, voilà, donc les grands penseurs médiévaux, pour qui la question de la relation entre la raison et la foi était centrale. Et il dit, voilà, comprendre l'architecture gothique, comprendre ce que signifie l'architecture gothique, n'est possible que si on comprend en même temps, et dans une relation analogique, ce qu'est cette pensée scolastique, cette pensée médiévale, profondément religieuse, disons.
Et il dit même que Notre-Dame n'est finalement intelligible qu'en termes de foi chrétienne, parce que c'est ce que signifie essentiellement son architecture. Ce qu'elle manifeste, Notre-Dame, en dernier ressort, c'est un certain nombre d'aspects de la foi chrétienne et des mystères chrétiens, celui de l'incarnation, celui de la Trinité et d'autres. Mais principalement les deux là, hein. Incarnation, Jésus-Christ, Fils de Dieu, qui s'incarne, qui est l'incarnation de Dieu, etc. Et puis la Trinité, un seul Dieu en trois personnes. Donc cette cathédrale, et comme toutes les cathédrales, c'est le théisme chrétien devenu architecture, et qui est inscrit dans l'édifice, dans les vitraux, dans les aménagements intérieurs. Chaque pierre n'est intelligible et ne signifie qu'en termes de ce théisme chrétien. Et alors, l'activation doit certainement supposer, bien sûr, de faire que ça ne soit pas gommé par la restauration. On va dire, oui, mais on va quand même pas, ça ne peut pas être gommé. D'une certaine manière, il y a toute une théorie de l'art au XXe siècle, tout particulièrement en France, qui tend à gommer cela. Par exemple, si vous en voulez en savoir plus, vous lisez mon bouquin. C'est façon habile, vous voyez. C'est tout le culturalisme d'André Malraux. Ouais. C'est-à-dire, c'est l'idée que quelque chose ne devient vraiment une œuvre d'art qu'en perdant sa fonction. La fonction qu'il avait justement de signifier, par exemple religieusement. Ce qu'il y a dans l'idée de musée imaginaire de Malraux. Les œuvres d'art sont des objets culturels. Et ils ne deviennent des objets culturels qu'en perdant leur fonction, par exemple religieuse. Regardez ce qu'il se passe quand on visite le Louvre. Voilà. Imaginez ce qui se passerait si quelqu'un au Louvre, devant une crucifixion, se met à genoux et se signe. Ça serait... Voilà. Donc, vous voyez, l'idée, c'est que... l'idée, c'est aussi que du côté de l'activation des dispositions que doivent avoir ceux qui fréquentent l'œuvre, il y a aussi des conditions. Est-ce que c'est la même chose de entrer dans Notre-Dame en le voyant comme un monument historique, en le voyant comme un must touristique, en le voyant comme un témoignage du passé, ou en le voyant comme ce qu'il devait être quand même, ce qu'elle devait être pour ceux qui l'ont bâti, la maison de Dieu. Donc, la question qui se pose, c'est celle-là, quand on se pose la question de l'activation. Donc, comment faire pour que Notre-Dame reste Notre-Dame qu'elle est? Ou alors, ce n'est pas utile. Ou alors, c'est fichu et il faut la laisser, comme pense Ruskin. À ma connaissance, personne n'a proposé, après son incendie, personne n'a dit on ne fait rien, on laisse ça comme ça.
tant pis. Ce qu'aurait été la réaction d'un ruskinien au 19e. On aurait dit, on laisse ça comme ça va s'écrouler petit à petit. Voilà. Mais pensez aussi à regarder la Frauenkirche de Dresde, reconstruite. La Frauenkirche de Dresde, de 1945 à 2006, à peu près, c'est dans Dresde des pierres, avec des barrières. Elle a été détruite au moment du bombardement de Dresde. Et puis, on décide de reconstruire la Frauenkirche. On prend les mêmes pierres et on remonte. Donc, elle est un peu mouchetée comme ça, hein, parce qu'il y a des pierres neuves et des pierres anciennes. Voilà. Et on refait à l'identique. Voilà. Donc, oui. Pourquoi a-t-on pensé qu'il était important de l'activer de cette façon? Je ne pense pas que ce soit des raisons religieuses. Dans le cas de la Frauenkirche, c'est des raisons très nationales allemandes, mais importantes, hein, et tout à fait respectables. Hein. Dans le cadre de la réunification, refaire la Frauenkirche, ça avait un sens. Donc, vous voyez, mais pour cela, il faut comprendre que les œuvres fonctionnent et que sans doute l'aspect le plus important de leur fonctionnement est celui de leur fonctionnement symbolique, et même c'est celui auquel tout se réduit, finalement, la notion de fonctionnement. C'est leur fonctionnement en tant que symbole, comme dit Goodman. Donc voilà, pour qu'il puisse y avoir une discussion, je vais achever mon exposé. Merci.